Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le Rookcast épisode 12. Aujourd'hui, on va changer de sujet et on va parler alimentation. On va parler de quelque chose qui nous concerne beaucoup et à différents degrés, qui est l'alimentation émotionnelle. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Et vous savez, ce moment où vous ouvrez le frigo, mais pas parce que votre estomac est gargouille, mais parce que votre cœur il peut être lourd et qu'il y a cette tablette de chocolat aussi qui vous appelle après une journée difficile quand vous rentrez du taf, ou le paquet de chips qui traîne et que vous finissez rapidos devant la télé, sans même vous en rendre compte, vous arrivez au bout et il n'y a plus rien dedans. Ok? Ou alors il y a ce pot de glace là, vous vous dites, allez, une ou deux cuillères et puis hop, ça devient votre meilleur pote pendant toute la soirée parce que ça s'est mal passé pour X ou Y raison pendant la journée. Et ben c'est ça l'alimentation émotionnelle. C'est pas juste une question de volonté ou de discipline. C'est un phénomène plutôt complexe et qui va puiser ses racines dans différentes structures. Ça peut être notre psychologie, notre biologie, notre histoire perso et aussi notre environnement social. Donc aujourd'hui, on va aller explorer un petit peu ce territoire fascinant, comprendre pourquoi on mange entre guillemets nos émotions et surtout, et c'est là que c'est important, découvrir des stratégies plus concrètes pour développer une relation plus saine et plus apaisée avec la nourriture. Donc on va reposer les bases. Donc on va commencer par définir clairement ce dont on va parler aujourd'hui. Et l'alimentation émotionnelle, ben, c'est le fait de manger en réponse à des émotions plutôt qu'à une faim physiologique réelle. C'est utiliser la nourriture comme un mécanisme de gestion émotionnelle, une sorte d'automédication pour soulager un inconfort psychologique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'alimentation émotionnelle, elle existe sur un continuum. À une extrémité, on a tous un moment ou un autre mangé un morceau de gâteau pour célébrer une bonne nouvelle ou partager une pizza entre potes pour se remonter le moral. Ça, c'est classique. Et c'est parfaitement normal, ça fait partie de la dimension sociale et affective de notre rapport à la nourriture. Mais à l'autre extrémité du spectre, on a l'alimentation émotionnelle qui peut devenir problématique quand elle devient le principal moyen de gérer ses émotions. Ce qui va entraîner une perte de contrôle, de la culpabilité et parfois des conséquences sur la santé physique mais aussi mentale. Et la différence fondamentale entre la faim physiologique et la faim émotionnelle, elle est cruciale à la comprendre. Parce que la faim physiologique, elle va apparaître progressivement. Elle peut attendre, elle peut être satisfaite par différents types d'aliments. Et une fois rassasié, on s'arrête naturellement de manger. Et on se sent bien après avoir mangé. Alors que la faim émotionnelle, elle surgit soudainement. Elle semble urgente, irrépressible, et elle réclame souvent des aliments spécifiques, généralement riches en sucre, en gras ou même les deux. Et on peut continuer à manger au-delà de la satiété et après coup, on ressent souvent de la culpabilité ou de la honte. Et c'est là où ça peut devenir problématique. Alors, quelles sont les émotions qui nous poussent vers la nourriture finalement? La liste elle est longue et variée, comme à chaque fois, c'est pas aussi simple. Parce que chaque personne va avoir son propre paysage émotionnel et ses propres déclencheurs. Ok. Le stress, bah, c'est probablement le déclencheur numéro un de l'alimentation émotionnelle dans nos sociétés modernes occidentales. Parce que quand on est stressé, notre corps va libérer du cortisol, qui est une hormone qui a entre autres effet d'augmenter notre appétit. Et particulièrement pour les aliments sucrés et gras, forcément, sinon c'est pas drôle. C'est un mécanisme de survie ancestrale. Face à un danger, notre corps se prépare à avoir un besoin d'énergie rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, nos stress, c'est plus des tigres à dents de sabre ou des mammouths, même si apparemment on n'aurait pas vécu à la même époque, mais passons. Mais c'est des emails de notre patron, les bouchons, les factures à payer, et notre corps va réagir par contre de la même manière derrière. On a aussi la tristesse, le vide émotionnel qui sont des déclencheurs puissants. Manger peut temporairement combler ce vide, ça crée une sensation de chaleur, de réconfort. Les aliments sucrés en particulier vont stimuler la libération de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui améliore l'humeur. C'est une sorte d'antidépresseur naturel, mais dont l'effet il est temporaire, un petit peu comme une drogue finalement. Alors l'ennui va aussi jouer un rôle important parce que quand on s'ennuie, ben, manger c'est une activité, c'est quelque chose à faire, c'est une stimulation. Et c'est particulièrement vrai dans notre époque où on est constamment à la recherche de stimulation et où le silence, le vide, l'oisiveté peuvent devenir inconfortables parce qu'on n'est plus habitué à y être soumis. La solitude et le besoin de connexion peuvent nous pousser vers la nourriture. Manger ensemble, c'est une activité sociale, fondamentale dans la culture humaine, dans toutes les cultures humaines. Alors quand on est seul, ben, la nourriture, ça devient un substitut à cette connexion humaine, une forme de compagnie. Et ça, c'est pour le côté un petit peu émotion négative, mais il y a les émotions positives aussi.
On mange pour célébrer, pour récompenser, pour prolonger un moment agréable. Donc l'alimentation émotionnelle, elle n'est pas toujours liée à des émotions négatives. Le problème, il va survenir quand ces comportements ils vont devenir automatiques et systématiques plutôt que conscients et occasionnels. Encore une fois, on est sur la question de régularité et de continuum. Donc pour vraiment comprendre l'origine de l'alimentation émotionnelle, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin parce que les origines elles sont plus entrelacées. Ok, on va commencer simple, l'origine, l'enfance. Pour beaucoup d'entre nous, la nourriture a été associée à l'amour dès le plus jeune âge, au réconfort, à la sécurité. Le sein ou le biberon ne fournit pas seulement des calories aux petits nourrissons, mais aussi de la chaleur, de la proximité, de l'apaisement. Et plus tard, les bonbons deviennent des récompenses, le gâteau au chocolat un remède aux larmes et le repas familial un moment de connexion et d'appartenance au niveau familial. Et justement, certaines expériences d'enfance peuvent particulièrement prédisposer à l'alimentation émotionnelle. Des parents qui vont utiliser systématiquement la nourriture pour consoler, pour récompenser ou pour punir, ça va être des environnements familiaux où les émotions ne vont pas être exprimées verbalement. On ne parle pas de ce qu'on ressent. C'est des situations où la nourriture, c'était le seul plaisir accessible, où la seule chose prévisible et contrôlable dans un environnement qui est complètement chaotique. La dimension biologique, elle est également cruciale. Notre cerveau, il est câblé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Donc les aliments riches en sucre, en graisse, activent notre système de récompense qui va lui derrière libérer de la dopamine, qui est un neurotransmetteur du plaisir. C'est le même circuit qui est activé, comme dit, par les drogues, le sexe ou malheureusement les réseaux sociaux. Notre cerveau, il apprend vite que manger certains aliments nous fait nous sentir mieux et il va créer des associations automatiques entre émotions difficiles et comportements alimentaires. Et il y a aussi une dimension génétique. Certaines personnes, elles ont naturellement des niveaux plus bas de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la dopamine, ce qui peut les rendre plus vulnérables à chercher ces substances par le biais de la nourriture ou d'autres comportements. Notre culture et notre société jouent également un rôle majeur. On vit dans une culture qui glorifie certains corps et stigmatise d'autres, qui promeut les régimes et la restriction tout en nous bombardant de publicités pour des aliments ultra transformés et nos délicieux fast-food qui sont bien dégueulasses. Et cette relation qui est schizophrène à la nourriture, elle va créer un terrain qui est fertile pour l'alimentation émotionnelle. On va avoir d'un côté des régimes restrictifs, qui sont un facteur de risque majeur, parce que plus on se prive, plus on crée un effet de rebond, où la moindre émotion difficile va déclencher une envie irrépressible de manger ces aliments pseudo-interdits. Donc l'alimentation émotionnelle, elle tend à fonctionner selon un cycle qui, une fois installé, peut être difficile à briser. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce cycle pour pouvoir en sortir. Alors tout commence avec un déclencheur émotionnel, forcément. Un moment de stress, de tristesse ou d'anxiété, de colère ou même d'ennui. Cette émotion, elle va créer un inconfort, une tension qu'on cherche à soulager. Et c'est là que va intervenir l'envie de manger. Cette envie, elle peut être spécifique à un aliment particulier ou plus générale. Et elle est souvent accompagnée de pensées comme j'ai besoin de quelque chose de sucré ou je le mérite bien après cette journée. Mais si on cède à cette envie ou qu'on entre dans la phase de consommation, souvent on mange rapidement sans vraiment savourer, parfois même sans se rendre compte pleinement qu'on mange. On peut manger debout devant le frigo, en regardant la télé, en faisant autre chose. Et cette distraction, elle fait partie derrière du mécanisme. On ne veut pas être pleinement présent à ce qu'on fait. On essaie de l'esquiver d'une certaine manière. Et suite à ça, on a un soulagement temporaire. Pendant quelques minutes, voire quelques secondes, l'émotion difficile s'atténue. Les substances chimiques libérées au niveau du cerveau vont créer une sensation de bien-être. Et c'est ce soulagement qui va renforcer le comportement, qui apprend à notre cerveau que manger, c'est une solution efficace aux problèmes émotionnels. Enfin, efficace, entre guillemets. Et très vite, le soulagement, il va laisser place à de nouvelles émotions désagréables. De la culpabilité, de la honte, du dégoût de soi. On va se reprocher d'avoir cédé, on se critique, on se juge sévèrement. J'ai pas la volonté, je suis pathétique. Pourquoi je fais ça? Et cette autocritique, elle va juste ajouter une couche supplémentaire aux émotions difficiles qu'on exprime déjà et qu'on essaye de combler avec cette alimentation émotionnelle. Et ces nouvelles émotions difficiles, elles deviennent elles-mêmes des déclencheurs pour un nouveau cycle d'alimentation émotionnelle. Et c'est comme ça que le cycle se perpétue. On va créer une spirale où on mange pour gérer ses émotions. Et plus on a d'émotions à gérer, plus on va manger. Mais le fait de manger va créer d'autres émotions difficiles à propos de ce comportement alimentaire, ce qui va nous pousser à manger à nouveau, etc., etc. Et puis vous avez compris le dessin. Ok ?
Sauf que les conséquences de l'alimentation émotionnelle chronique, elles sont multiples et elles touchent différentes dimensions de notre vie. D'abord, on a le plan physique. Forcément, c'est le premier qui va nous venir à l'esprit. Une alimentation émotionnelle fréquente peut conduire à une prise de poids. Surtout si les aliments, comme dit, sont très caloriques, des choses sucrées ou grasses. Et si les quantités consommées vont dépasser largement nos besoins, ça peut augmenter le risque de diverses pathologies, diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension, etc., etc. Et ça peut aussi avoir des perturbations au niveau du système digestif, des problèmes de sommeil liés à la digestion nocturne, une fatigue chronique. Ok, donc ça c'est pour la partie physique. On va pas trop rentrer dans les détails. Mais on a aussi la partie psychologique, où les impacts vont être tout aussi importants, même si moins visibles pour certains. La culpabilité et la honte chronique vont éroder l'estime qu'on a de soi. Et on peut développer une relation obsessionnelle à la nourriture, en passant beaucoup trop de temps à penser à ce qu'on va manger, à ce qu'on a mangé, à ce qu'on devrait ou ce qu'on ne devrait pas manger. Et cette préoccupation constante, elle peut occuper un espace mental considérable et diminuer notre capacité à nous concentrer sur d'autres aspects de notre vie. Ok. L'alimentation émotionnelle, elle peut aussi aggraver l'anxiété et la dépression. Plutôt que de les traiter profondément, on les masque et ça permet au problème de s'amplifier. Et la culpabilité liée au comportement alimentaire, elle ajoute encore une couche supplémentaire d'anxiété et peut ensuite renforcer ces pensées dépressives qu'on peut avoir. Sur le plan social, ça va avoir un impact parce que l'alimentation émotionnelle, elle peut amener un isolement. On peut éviter les situations sociales qui impliquent de la nourriture par peur de perdre le contrôle. Ou au contraire, ces situations peuvent devenir des déclencheurs majeurs. Les relations peuvent être affectées si une grande partie de notre énergie émotionnelle est consacrée à gérer notre relation à la nourriture. Et il y a un coût financier forcément derrière qui peut être non négligeable parce que les épisodes d'alimentation émotionnelle, ils peuvent conduire à des achats alimentaires impulsifs et coûteux, à du gaspillage et éventuellement à des dépenses liées aux tentatives de perte de poids ou aux consultations médicales associées. Mais peut-être qu'au final, la conséquence la plus insidieuse de l'alimentation émotionnelle, c'est qu'elle va nous empêcher de développer d'autres stratégies de gestion de ces émotions. Tant que la nourriture reste notre principal outil pour gérer nos émotions, on ne va pas développer notre capacité à faire face aux difficultés d'une autre manière. C'est comme si on utilisait toujours le même muscle et qu'on laissait tous les autres s'atrophier. Et au final, ce muscle va devenir notre unique pensée. On va tourner autour au lieu de voir qu'il y a d'autres solutions. Alors comment sortir de ce cycle? Comment développer une relation plus saine avec la nourriture, mais surtout plus saine avec nos émotions? Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique, mais il existe de nombreuses stratégies efficaces et la clé, c'est de trouver celle qui fonctionne pour vous, dans votre contexte, qui est unique. Alors la première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est de développer la conscience. Avant de pouvoir changer un comportement, il faut d'abord en prendre conscience. Ça signifie commencer à observer, mais sans jugement, quand et pourquoi vous mangez. Tenir un journal alimentaire et un journal émotionnel peut être extrêmement révélateur. Notez non seulement ce que vous mangez et quand, mais surtout ce que vous ressentez avant, pendant et après avoir mangé. Quels sont vos déclencheurs? Et s'il y a des patterns, des moments de la journée, des situations particulières qui vont revenir. Et cette observation, elle doit toujours se faire avec bienveillance. L'autocritique et le jugement ne font qu'alimenter le cycle. Donc imaginez que vous observez le comportement de quelqu'un que vous aimez profondément, avec curiosité et compassion. Et c'est là où vous allez vous dire, qu'est-ce que je remarque? Ensuite, il va s'agir de créer un espace entre le déclencheur émotionnel et le comportement alimentaire. Et cet espace, c'est le territoire de la liberté. C'est là que se trouve le choix. Une technique plutôt simple, mais qui peut être intéressante, ça va être la pause. Lorsque vous sentez une envie de manger, alors que vous n'avez pas physiquement faim, prenez quelques grandes respirations, comptez jusqu'à 10 ou buvez un verre d'eau. Cette pause de quelques secondes, elle pourrait suffire à briser l'automatisme. Et pendant cette pause, posez-vous des questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? De quoi j'ai vraiment besoin? Et est-ce que la nourriture va répondre à ce besoin? Souvent, on confond nos besoins. On a besoin de repos, on mange, on a besoin de connexion, on mange,
On a besoin de se sentir vivant et stimulé, alors on mange. Mais identifier le vrai besoin derrière l'envie de manger est crucial. Une fois que vous avez identifié l'émotion ou le besoin, vous pouvez chercher des alternatives à la nourriture. Si vous êtes stressé, quelles sont d'autres manières de vous détendre? Une marche, des étirements, de la musique, appeler un ami. Si vous êtes triste, qu'est-ce qui pourrait vous réconforter? Un bain chaud, un petit film, écrire dans un journal. Et si vous vous ennuyez, qu'est-ce qui pourrait vous stimuler de manière positive? Ok? Créez-vous une boîte à outils émotionnels, une liste d'activités alternatives que vous pouvez faire selon l'émotion que vous ressentez. Et cette liste, elle doit être personnalisée, basée sur ce qui fonctionne réellement sur vous et sur vous-même. Elle doit être facilement accessible, visible, pour que le moment arrive et que votre capacité de réflexion elle est diminuée par l'émotion, et vous ayez un guide clair sur votre téléphone par exemple, parce qu'aujourd'hui tout le monde en a un sur soi. Et il est aussi essentiel de travailler sur votre relation générale à la nourriture. Évitez la mentalité de régime, avec des interdictions et ses aliments bons ou mauvais. Plus vous interdisez un aliment, plus il va devenir désirable. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose. Et puis, il y a des chances de devenir un objet d'alimentation émotionnelle. Permettez-vous de manger tous les aliments, mais en conscience. La pleine conscience alimentaire, ou mindful eating, c'est une pratique puissante. Elle consiste à manger en étant pleinement présent, à savourer chaque bouchée, à remarquer les textures, les saveurs, les sensations, à manger sans distraction, sans écran, en écoutant vraiment votre corps. Reconnectez-vous avec vos signaux de faim et de satiété. Avant de manger, évaluez votre niveau de faim sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Mangez quand vous avez modérément faim, pas quand vous êtes affamé. Pendant le repas, faites des pauses, posez vos couverts, vérifiez où vous en êtes sur l'échelle de satiété. Apprenez à vous arrêter quand vous êtes confortablement rassasié, pas quand vous êtes trop plein. Un autre aspect crucial, c'est de prendre soin de vous de manière globale. Le sommeil, par exemple, ça a un impact énorme sur notre capacité à gérer nos émotions et nos envies alimentaires. Le manque de sommeil augmente les niveaux de gréline, qui est l'hormone de la faim, et diminue la leptine, qui est, elle, l'hormone de la satiété. Et le sommeil, il affecte aussi, ainsi, nos capacités de prise de décision et de contrôle des impulsions. Donc, veillez à dormir suffisamment. Et comme on l'a vu dans le premier épisode, au niveau de la pyramide de Maslow, n'oubliez pas qu'avec le sommeil, on a l'activité physique. Et justement, l'activité physique régulière, c'est un allié précieux. Pas pour compenser ce que vous mangez ou pour perdre du poids, mais parce qu'elle améliore votre humeur. Elle réduit le stress et elle vous aide à vous sentir plus connecté à votre corps. Trouvez une forme de mouvement que vous aimez profondément et vraiment. Quelque chose que vous avez envie de faire et pas que vous allez vous forcer à faire. La gestion du stress au quotidien, elle est fondamentale. Mais comme la nourriture, ça ne doit pas être l'ultime pensée que vous allez avoir. Et par exemple, la méditation, le yoga, des exercices de respiration, passer du temps dans la nature, dans la forêt, juste aller marcher, avoir des hobbies créatifs, mais toutes ces pratiques, elles peuvent réduire votre niveau de stress de base et donc diminuer un déclencheur majeur de l'alimentation émotionnelle. Et avec ça, travailler sur vos compétences émotionnelles peut être l'investissement le plus important que vous puissiez faire. Apprendre à identifier vos émotions avec précision, à les nommer et à les accepter. Mais encore une fois, sans jugement, à comprendre leurs messages et à les exprimer de manière appropriée. Les émotions ne sont pas des ennemis à combattre ou à supprimer. Ce sont des messagers qui nous donnent des informations sur nos besoins et notre environnement. Plus vous développez votre intelligence émotionnelle, moins vous aurez besoin d'utiliser la nourriture pour gérer vos émotions. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, à parler à un thérapeute, particulièrement quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, les TCA, ou dans les thérapies cognitivo-comportementales, ça peut être extrêmement bénéfique. Rejoindre un groupe de soutien, même en ligne, ça peut vous aider à vous sentir moins seul et à apprendre des stratégies d'autres personnes qui vivent des défis similaires. Alors parlez-en à vos proches, à ceux en qui vous avez confiance, parce que le simple fait de verbaliser ce que vous vivez, ça peut alléger le fardeau et ça peut ouvrir aussi des possibilités de soutien. Mais sortir de l'alimentation émotionnelle, c'est pas simplement arrêter un comportement,
C'est aussi construire une toute nouvelle relation à la nourriture, avec votre corps, et avec vos émotions et avec vous-même. Et cette nouvelle relation, elle est basée sur la bienveillance, encore une fois, et sur l'autocompassion. Au lieu de vous critiquer sévèrement quand vous avez un épisode d'alimentation émotionnelle, vous apprenez à vous parler avec la même gentillesse que si vous parliez à un ami cher. Vous reconnaissez que vous faites de votre mieux, que changer des patterns profondément ancrés, ça prend du temps, mais que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Donc cette nouvelle relation, elle reconnaît que la nourriture, c'est bien plus que du carburant. Elle a une dimension sociale, culturelle, émotionnelle, et tout ça, c'est normal. Le but, c'est pas de devenir un robot qui mange uniquement pour des raisons nutritionnelles. On n'a pas des palais de Doberman. Donc le but, c'est de retrouver une flexibilité, une liberté où vous pouvez profiter d'un dessert sans culpabilité, où vous pouvez manger pour célébrer ou pour vous réconforter occasionnellement, mais sans que ce soit votre seule ou principale stratégie de gestion émotionnelle. Et cette nouvelle relation, elle implique aussi de faire la paix avec votre corps. Notre société nous bombarde de messages sur le corps idéal, généralement mince, jeune et conforme à des standards très étroits qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et cette pression, elle peut être un facteur majeur d'alimentation émotionnelle, en créant des cycles de régime, de restriction, de culpabilité et de compulsion. Donc faire la paix avec votre corps signifie le respecter et en prendre soin, quelle que soit sa taille ou sa forme. Ça signifie le nourrir avec des aliments qui le font se sentir bien, le bouger d'une manière qui vous procure du plaisir, du bonheur, et vous reposer quand il a besoin de repos également. Cette nouvelle relation avec vous-même, elle reconnaît que vous êtes bien plus que votre poids ou votre apparence, bien plus que ce que vous mangez ou ne mangez pas. Vous êtes une personne complexe avec des talents, des passions, des relations et des rêves. Plus vous investissez dans ces autres dimensions de votre vie, plus vous construisez une identité riche et diversifiée. Et moins la nourriture et le poids vous occupez une place centrale et prédominante dans votre définition de vous-même. Alors avant de conclure, j'aimerais parler de prévention, parce que si vous êtes parent, éducateur ou que vous travaillez avec des jeunes, vous avez un rôle important à jouer pour prévenir le développement de patterns d'alimentation émotionnelle. Si vous modélisez une relation saine avec la nourriture, les enfants apprennent beaucoup plus de ce que nous faisons que ce que nous disons. Si vous avez vous-même une relation compliquée avec la nourriture, travailler sur celle-ci, c'est sans doute le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux enfants autour de vous. Si vous utilisez la nourriture comme récompense ou comme punition, trouvez d'autres moyens de célébrer les réussites ou de gérer les comportements difficiles. Parce que quand un enfant est triste ou frustré, aidez-le à identifier et à nommer ses émotions plutôt que de lui offrir automatiquement quelque chose à manger. Enseignez-lui d'autres manières de gérer ses émotions. On crée un environnement familial où on parle de ses émotions, où c'est ok de ressentir toute la gamme des émotions humaines, où on peut exprimer ses difficultés, mais encore une fois, sans jugement. Et plus un enfant développe son intelligence émotionnelle tôt, moins il aura besoin de mécanismes de compensation problématiques plus tard. Évitez les commentaires sur le poids et l'apparence, que ce soit concernant le corps de l'enfant, votre propre corps ou celui d'autres personnes. Ces messages s'impriment profondément et peuvent avoir des répercussions à long terme qu'on ne soupçonne pas sur l'instant T. Alors encouragez à une relation intuitive à la nourriture, laissez l'enfant décider des quantités qu'il mange en fonction de ses signaux de faim et de satiété. Proposez une variété d'aliments nutritifs, mais sans forcer, sans chantage et sans faire de drama si l'enfant refuse un légume. Donc l'alimentation émotionnelle, c'est un défi que beaucoup d'entre nous rencontrent à différents moments de notre vie, et c'est juste le signe qu'on est humain, qu'on cherche du réconfort et qu'on essaye de gérer les complexités et les difficultés de l'existence. Et il n'y a aucune honte à ça. Et vous méritez mieux qu'une relation à la nourriture basée sur la culpabilité, sur le contrôle et sur la compulsion. Vous méritez la liberté de manger avec plaisir et sans anxiété. Vous méritez d'avoir de multiples outils dans votre boîte à outils émotionnelle et vous méritez de vous sentir en paix avec votre corps et surtout avec vous-même. Alors le chemin pour sortir de l'alimentation émotionnelle, il n'est pas linéaire, parce qu'aucun chemin n'est linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des progrès et des rechutes, mais n'oubliez pas que c'est normal et que ce qui compte au final, c'est la direction générale, la tendance à long terme. Parce que chaque petite victoire mérite d'être célébrée,
Chaque fois que vous faites une pause avant de manger, chaque fois que vous identifiez une émotion, chaque fois que vous choisissez une alternative à la nourriture, vous renforcez de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux patterns, et au final, vous vous entraînez comme un athlète. Soyez patient avec vous-même, soyez bienveillant, demandez de l'aide quand vous en avez besoin, et rappelez-vous que le changement, il est possible. Parce que des millions de personnes ont réussi à transformer leur relation à la nourriture et à construire une vie plus riche et plus libre. Et vous pouvez et vous faites partie de ces personnes. Alors, merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'alimentation émotionnelle. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté quelques éclairages, quelques pistes de réflexion à des outils pour vous-même ou pour vos proches. Alors, n'hésitez pas à réécouter un petit peu certains passages qui peuvent vous parler, à les noter et à vous les relire de temps en temps. Et on arrive à la fin de ce podcast. Alors, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vous-même et des autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast axé encore une fois sur la nutrition. Allez la bise!